Ben, en visant l'homme en besoin, et certains animaux, plus explicitement que les autres, pensaient que ces animaux, eux aussi, ils ont besoin de travailler. À l'exemple des abeilles, dans leur cruche, j'imagine qu'il y a une énorme injustice. En plus, d'abord innée et plus tard déterminée par une sélection, non pas si naturelle que cela, et ça dure pendant tout leur espoir de vie. Alors, chez l'homme, avec le certain développement et démocratie, il y a une chance très vague de changer les conditions. C'est une motivation peut-être pour travailler. Il travaille plus, peut-être que pour gagner moins par rapport au passé. Il y a un système qui le pousse à beaucoup travailler et pour gagner toujours la même chose ou le moins dans les limites. Et oui, sinon pourquoi ils travailleront et pourquoi on peut postuler que c'est l'humanité de l'homme est basée sur la concurrence et sur l'inégalité et sur une accumulation qui est accumulation des capitaux et des savoir-faire qui est libéré de cette anthropoïde, de cette incorporité du vivant. Et ce n'est pas passé forcément aux gènes. Mais on a construit un système de signes qui nous pousse, qui nous crée d'abord un manque, un certain sentiment d'infériorité ou une supériorité provoquée artificiellement par les signes, par le système de signes, des fantasmes, des images, des imagos, des schémata, et même des choses beaucoup plus neutres, quoi, en fait. On n'arrive pas à regarder un champ de blé ou en friche de manière neutre. On fait calcul, on délimite l'espace et donc on a déjà un projet, soit pour traverser, soit pour éclipser ce champ, éviter le champ ou traverser, par exemple. En fait, rien n'est neutre, mais ce calcul existe chez les animaux aussi, dans leur terrain à eux. L'homme n'a plus de terrain, en fait. Il faut qu'il le fasse le sien tout le temps et qu'il n'arrive pas à le posséder pour longtemps. Donc, système de signes remédie à cela et les nouvelles générations naissent dans une inégalité en apparence confortable ou malheureuse, mais ils se remarquent vite que ce n'est pas du tout durable non plus. Parce que rien n'est stable. Le système de signes, c'est quelque chose le plus fragile qu'on puisse imaginer. La fragilité même. C'est pour ça que son despotisme, son empire et son redondance et sa répétition, ses réitérations et ses différences qui déterminent le centre, les mouvements marginaux, déviations, etc., avec y compris l'art thérapeutique, y compris rites cathartiques, tout le monde symbolique y participe. Voilà, c'est déjà long dit pour un long problème. Système de signes, despotisme, l'écriture, ce sont des termes quand même, n'est-ce pas, très Rousseau
à certaines de ces idées, Derrida va objecter, enfin. On ne peut pas être bilatéral sur ce sujet. Moi, je ne suis pas bilatéral. Ça veut dire que unilatéral, pardon. On ne peut pas regarder de manière unilatérale quand on parle de système de signes. Il y a de bons, il y a de mauvais. Ben, on est dans le manichéisme encore, hein, ça prouve rien. On ne peut pas. Mais conditions ontologiques dont l'origine nous est interdite, mais pour l'instant, nous l'appelons comme, avec les mots et les termes qui portent un jugement moral, mais qui peignent l'origine de l'humanité en fait. C'est quelqu'un, ce qu'on appelle l'homme, c'est quelqu'un insatisfait par naissance, donc avide, dévorant et jamais dans la satiété, toujours en manque, et voilà, c'est déjà, mais en turc on dit arsız en fait, ce qui n'a pas de mœurs, immoral finalement, ce qui n'a pas de retenue. Alors que tout système de signes et de travail vise à retenir les objets. Mais se retenir, c'est un autre travail sur soi, et ça aussi c'est un système de signes, c'est un empire sur soi, emprise sur soi. Oui, mais c'est une véritable, comment ça s'appelle, une tourbillon, qui n'a pas un seul sens, comme a dessiné Marcel Duchamp, mais chaque fois change le sens selon le mouvement tourbillonnaire. Donc il y a un cercle qui n'est pas parfait, mais il y a plein de cercles qui se dessinent à l'intérieur de ce cercle, inimaginable. On ne peut pas simplifier en dessinant un cercle et en complexifiant un peu dans les contours, comme on a fait avec Hegel, sur Hegel par Kojève, et moi j'ai continué à faire des graphiques comme ça, mais un mouvement tourbillonnaire qui, avec le centre changeant, parfois double noyau, même parfois plusieurs noyaux. En plus, ce noyau n'est pas stable. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'un monocentrisme dans ce mouvement, ce centre n'est pas déterminable. C'est-à-dire que ça bouge, disons. Chaque fois, un point d'intérêt ou le point de se fonder, la fondation ou le visée de l'homme peut changer grâce à ce mouvement tourbillonnaire qui détermine quand même les visées et les fondations. Donc rétrospectivement, on avait une image de nos origines, n'est-ce pas? Origine imaginaire, et il y a une visée, une finalité, à courte durée et longue durée, de notre futur, notre avenir, notre au-delà, tout est dessiné en image. Sauf que ce quatre pattes qui est capable de marcher n'aime pas beaucoup marcher et il se déplace avec quatre roues. C'est encore une condition ridicule, qui le rend ridicule. Voilà, pour parler, je ne sais pas, comme Baudelaire, oui, comme les premiers témoins de la modernité, l'homme ne se remarque pas, ne se rend pas compte qu'il se ridiculise à chaque instant, chaque fois qu'il se déclare, qu'il se montre comme digne, dans une dignité, mais il est de plus en plus ridicule, d'abord par rapport aux animaux, à la simplicité, par rapport à la simplicité animale,
Donc, pour voir l'homme et l'humanité avec les yeux d'un chien, par exemple, ça devrait être insupportable. Mais quel enfer vivre parmi les humains pour un chien. Bah, lui aussi, il a développé une certaine psychologie de occasionnaliste, je dirais en fait. Il cohabite avec les hommes sans aimer, mais il sait très bien faire semblant de les aimer en les laissant tranquilles, tout en gardant son intériorité sauvage, et il ne monte pas. Donc c'est une grâce offerte aux hommes qui ne les mangent pas, qui ne les mordent pas, qui ne les dévorent pas. Voilà. Et c'est également valable pour les hommes aussi, capables de dévorer autrui. L'homme se donne le mérite de ne pas manger son semblable. Et c'est déjà grand progrès dans l'humanité. Alors, j'avais fini l'un des mes films, je crois que c'était hier soir, en disant que ce film est fait après coup. Ça peut être vrai ou ça peut être une city de rhétorique. Après coup de quoi? Coup, point, etc. Ça peut signifier plusieurs choses. Mais c'est vrai que l'expression après coup est devenue à peu près universelle, si ce n'est pas jusqu'à fameux français dicton déjà vu. Voilà, déjà vu, on entend ça comme une illusion optique ou transcendantale. Peut-être c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on n'existe pas, c'est pas un simple souvenir, mais déjà vu, c'est une impression illusoire et qui est due peut-être au dédoublement du maintenant. À ce moment-là, c'est très intéressant. Dédoublement qui nie la réalité et la substitue avec son passé, et qui n'était jamais présent, mais il voit, par exemple, autrui ou la situation sous une deuxième vie ou deuxième chance. Donc c'est comme si le maintenant était survécu à un grand désastre. Et maintenant, il nous donne en son plein état de nouveau ces signes. C'est intéressant. Bon, j'avais fini l'un de mes films en avouant, soi-disant, que c'était l'après-coup, mais certains films peuvent être réalisés, bien sûr, avant-goût. Cette fois-ci, je ne dirais pas mécaniquement avant-coup. Avant-goût, c'est comme une première, c'est un délice, c'est une recrue, en parlant de vignes et de vin, c'est une nouvelle crue, voilà, nouvelle abondance, mais dont les saveurs, les jus, les nectars ne sont pas pleinement réalisés ou accomplis. Un avant-goût, ce n'est pas un goût précis ou épanoui, si on peut
des goûts constitués et puis travaillés, exercés, épanouis dans tous les sens. Voilà ce qui ferait un homme de goût ou gusto. S'il vous plaît, ce n'est pas seulement de la gastronomie, s'il vous plaît. Voilà, ce sont de belles explications depuis un coin de l'enfer, mais cloisonné des autres cellules de l'enfer, donc c'est mon enfer, donc c'est isolé et dans lequel je suis tranquille. Ce sera mieux peut-être qu'un paradis. Là, il y aura des spectacles obscènes tous les soirs et ça m'ennuiera à la longue, parce qu'elle est longue, paradis, longue. En plus, dans l'enfer, vous pouvez choisir votre cloison et même votre voisin que vous ne communiquerez jamais, sauf qu'il y a un petit trou percé par Perséphone et qui sert à l'oreille et à une bouche. Donc, c'est interchangeable, bouche à l'oreille, finalement deux trous qui se communiquent. L'un ondulant, émettant des vibrations dans l'air, et l'autre captant dans ses intérieurs. J'ai envie de faire le repérage de parties de l'oreille intérieure, Uzengi, Kémie, point, Jisimji, etc. Mais il n'y a qu'un, finalement, pour recevoir toutes les vibrations, il n'y a qu'un mince tissu, finalement tactile, c'est-à-dire réceptif seulement à l'air, à la vibration de l'air. Si fine, ce tissu si fin que seul attouchement de l'air le rend ivre. Voilà, c'est poétique. Donc cette histoire de petit trou dans une cloison d'une cellule, c'est une séquence bien sûr tirée directement d'un film de Jean Genet qui s'appelle Un chant d'amour. Là, je me rappelle que ce petit trou communicatif, c'était interchangeable, donc bouche, oreille, oreille et bouche se remplaçaient et qui se comblaient de plaisir et d'épanouissement. Voilà, un goût épanoui dans tous les sens, sans dessous, sans déçu, sans déception et sans en attendre avant le premier goût vrai. Ça peut toujours être vécu comme déjà vu, mais on en veut savoir toujours plus et on en satisfait ou se contente toujours avec moins. Donc il y a un jeu de moins et plus
qui ne s'est jamais comblé comme trou, qui reçoit, qui en donne, etc. C'est une riche métaphore. Finalement, le caverne allégorique de Platon devient, dans sa mathématicité proportionnelle selon la vérité et la copie fade, les ombres fades, ça devient, ce mathématique platonicien de proportion devient dynamique. Dynamique et investi affectivement. Et là, on peut en juger ce qui se passe réellement dans la tête de deux personnes. Les deux étant dans deux cavernes, ou bien dans une caverne qui a deux parties, deux cellules. Le même caverne, vu, vécu différemment par deux côtés. C'est très enrichissant. Je me demande, Jean Genet, comment il en a trouvé l'idée, ou bien sans avoir une idée, il a vécu et il a réalisé ce film, donc après après ce qu'on réalise dans la prison française ou allemand, etc. Voilà, pour après coup, qui concerne les souvenirs investis dynamiquement et les avant-goûts qui en donnent la tonalité, très tôt, très précoce, parfois, dans la prime jeunesse, quand on a l'avant-goût, eh bien, on goûte quand même un peu, et ce petit goût goûter coûte toute la vie, c'est-à-dire on en reste immédiatement et pour toujours ivre. Ivre au sens de soleil, imbibé d'un esprit qui n'est qu'un goût, d'un goût donc spirituel, investi. Bien que ce goût reste un goût de, je ne sais pas, d'une raisin des montagnes ou des cerises là où on se pend sous les branches chaque printemps en Iran, n'est-ce pas, Christorami. Soit que ce soit cerise, soit que ce soit une prune d'Arménie, donc ce sont des goûts avec leur nectar réel, naturel, et rare, exceptionnel, précoce. Autant c'est précoce, autant c'est aigu leur goût, aigu jusqu'à point où on est rayé de la terre. Voilà. On n'est pas simplement raturé comme sujet pour à jamais, mais on est rayé au lieu d'être raturé ou avoir une suture pour blessure, avoir une suture pour la blessure. On en peut aller jusqu'au point où on soit rayé de la terre, rayé. Anéanti dans son corporéité, dans son égoïté. Voilà, avant-goût, c'est encore plus avant-goût précoce, c'est encore plus enivrant et ça peut rester, ça peut nous laisser infirmes. C'est mieux qu'avoir un trauma comme une petite abcès
mais rester infirme, ça, c'est quelque chose non pas chimique, comme un trauma. Trauma, c'est hormonal et chimique, c'est dangereux. Mais rester infirme de quelque chose ou de quelqu'un, ça reste physique, donc ça se suture et ça se structure, ça se restructurable, durablement structurable. Voilà. Donc, on en vit avec l'état d'infirme et on utilise des substituts, les prolongements des organes, l'écriture, le cinéma ou l'écriture filmique, montage, la voix comme instrument de musique, parfois philosophique, parfois seulement mathématique, et parfois dynamique, c'est-à-dire, je dirais, allégorique. Voilà, c'est un riche projet encore. Hein. Parler avant ou après, ça change beaucoup de choses. Écrire, c'est encore pire, mais on peut le considérer dans le même degré, c'est-à-dire avoir goût, un avant-goût, écrire et s'écrire, ça peut rendre fidèle à une idée, ça peut nous rendre infirme et on en développe des substituts et des prothèses, donc les métaphores et métonymie, donc on devient poète. Après coup, c'est plus connu, c'est une sortie hypothétique du caverne, un trou qui se communique, et donc avoir une nouvelle de la pulsation d'air de l'autre côté de la cellule et de tissu nuptial de hymen dans ses vibrations, effectivement, sans souvenir dans ces vibrations après coup. Ça, c'est une figure plus, disons, traditionnelle, comme l'origine du dessin chez les Grecs, n'est-ce pas? Une ombre projetée sous la mur d'une caverne, là où le bien-aimé partit, l'autre dessine dans l'ombre d'un feu, d'une lumière de feu, de bois, les contours de sa taille et de ses hanches et de ces belles chevelures, n'est-ce pas? L'origine de dessin, considéré comme ça, à travers l'absence du modèle, l'absence immédiate du modèle, et avoir un souvenir, et avoir quelque chose après coup. Donc, ça aussi riche, qui a une longue tradition. Avant-goût aussi. Et pour les génies, plutôt c'est avant-goût. On dit c'est plutôt avant-goût. Donc, sans avoir vécu, véritablement, ils sont capables d'écrire des grandes tragédies, non pas seulement sur commande. Hein. Ils ont une saisie intellectuelle qui se mélange avec une saisie ou intuition sensible aussi, enrichie par les données actuelles de l'intuition sensible qui ont l'air d'un chaos, mais pour eux, ce n'est pas un chaos. C'est une grande frugalité, fertilité d'un champ de blé en friche pour en découvrir des
les brins d'herbe sauvages, avec leur couleur éclatante, écarlate, dans une prime printemps. Rien n'est plus beau que cela. L'instrument de musique, mais en tout genre, époque et civilisation, c'est très intéressant. Ce qui transforme la voix humaine ou en coupe la continuité et en donne une autre série, en ouvre une autre série parfois plus profonde, descendant, avec un mouvement descendant, plus large comme horizon avec un mouvement ascendant. Une autre série se mélange à la voix humaine, non pas seulement solo comme le mien, mais le plus souvent multiples, ou les petits groupements qui se font des a cappella pour en rejoindre à un dialogue à l'intérieur d'une grande orchestration spontanée et improviste dans une champ de blé en friche, donc en potentiel, en laborer la terre et la voix gutturale, les glottes de tous les moissons et d'en faire des petits paquets, blocs, qu'on appelle des chansonnettes, et rite, début de rite, et accès au rite, conclusion du rite, pendant le rite, et pendant le coucher. Oui, tout devrait être réglé quand il s'agit de musique et de cadence. En plus, les grandes séries englobent la voix qui ne s'égale jamais. Mais la voix humaine n'est pas étouffée par ses substituts ou ersatz, mais laissée à se développer en cordes vocales avec la résonance d'autres voix qui se mélangent et qui s'équilibrent et qui s'égalisent dans leur, disons, largeur d'onde d'une voix gutturale. Et les mots souvent répétés ou dilatés, répétés en se dilatant, en se transformant dans sa dilatation, toujours quelques mots privilégiés autour de lesquels une narration se fait comme une puzzle de petits carrés qui donnent toujours le résultat comme carré magique de grand peintre allemand. Je dirais son nom, mais je l'ai vu sur la cathédrale de Sagrada Familia. Voilà, tout ça peut donner toujours 12 notes plus 1 qui se répètent, donc une solfège totale, comme dans une école germanique de la musique, dans ces très structuré. Mais chaque carré peut être rempli à condition que dans ces voisinages, effectivement, la série se complète. Cette formule 13, voilà, toute une alchimie de la parole qui se coupe et la signification qui se dilate, qui s'anagrammatise
et qui deviennent la grammaire chorégraphique de cet instant d'exécution de la partition qu'on appelle improvisation, qui n'a rien à voir avec une véritable improvisation. Ce qu'on improvise, c'est que c'est un algorithme qui reste dans les limites très structurelles, mais assez larges pour en donner lieu à des groupements affectifs de duo, trio, quattro, cinque, etc. Voilà, c'est avant la couche du rythme. Tout est dit, sauf l'énigme de la voix et corporité de la voix. On voit une gorge, une langue, un palais, même les dents, les bouches, les lèvres. Et en dessous, un grand tuyau comme dans une orgue ou un trombone, ou se rejoignent à un grand ensemble qui a deux cellules séparées qu'on appelle les poumons. Là, je trouve que pour la modélisation de la voix humaine nue, l'instrument privilégié, c'est gaïta, irlandais ou écossais, mais également ça existe dans le nord de la Turquie actuelle, qu'on appelle tout simplement tulum. Tulum, c'est que ce n'est qu'une sorte de fromage fait à l'intérieur de la peau séchée d'une chèvre. Donc, un fromage de chèvre aussi s'appelle tulum, instrument de musique qui est fait avec la même peau de chèvre séchée et remplie avec l'air, s'appelle tulum. Donc, c'est un tulum qui n'a pas de cellules. Je n'ai pas vu un instrument de musique du genre gaïda qui aura finalement deux parties travaillent simultanément et non pas séparément. Mais l'usage de cette étendue remplie de l'air dans notre organisme pendant la profération de la parole, c'est le plus important. Les spécialistes de théâtre appellent un organe fantôme qu'ils nomment diaphragme, qu'ils prétendent qu'on peut maîtriser parfaitement. Ça, c'est que Zeus. Donc, diaphragme maîtrisé à l'aide de postures et des gestes, même mouvement des bras et bouger sur place, marcher ou sauter, ça peut aider à obtenir une belle tonalité d'une voix expressive précise. Voilà, c'est tellement difficile, c'est lié à une chorégraphie. C'est très structuré et c'est très improvisiste. En plus, dans l'urgence de questions et de réponses, dans l'absolue urgence de pouvoir répondre, la voix humaine se dépêche, cherche dans ses ressources physico-chimiques tous les moyens et on les transforme tout simplement en un trou. Autour d'un trou s'organise de sorte que ce trou, comme le muscle sphincter,
donc en forme de rond, se dilate et se resserre sur soi, de sorte que le passage de l'air contenu et pressé dans le poumon se libère. Comme en Allemagne, le mot Fried, pour dire la paix, les Allemands n'ont qu'un mot, à ma connaissance, c'est libérer. Pour libérer l'air contenu. Donc, pour obtenir une certaine sérénité de la paix, c'est-à-dire c'est important ce mot qui n'est pas c'est pas une libération neutre, délivrance. Oh là 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 là, on délivre le son et on est délivré, et c'est qu'on fait la délivrance. Délivrance. J'imagine pas un si bel mot que délivrance. C'est beaucoup mieux adapté que la libération, très neutre, comme si quelqu'un ouvrait en brèche les murs de votre cellule. Par exemple, Bastille. Non, c'est pas ça, c'est pas une insurrection générale qui nous délivre. La délivrance totale, aérienne, dans une chambre baroque qu'on appelle musique de chambre, accompagnée d'un luthier, un flûtier, un tambourin. Si on veut, on peut ajouter une sorte d'orgue à cordes dans les dimensions plus réduites qu'on trouve en Afghanistan, en Iran et chez les Ottomans, qu'on appelle bizarrement kanun, les lois, table des lois, c'est forme triangulaire de l'orgue, réduit comme un laptop, en posant sur les genoux, avec sur le deux doigts de deux mains, travaille avec une petite aiguillette. On gratte les cordes et on manipule plus facilement ce qui ferait la loi. C'est mon imagination qui fait la liaison avec ce homonyme de kanun qui veut dire la loi en turc. Voilà. Énigme sur énigme. Je privilégiais Gaïda, mais je suis tombé sur une table des lois. Effectivement, l'un a un appareil acoustique, donc üflemeli c'était un instrument à l'air, et l'autre un instrument à la corde. Deux espèces différentes qui se dialoguent apparemment bien. Mais Gaïda a une voix quand même très prononcée, très contenue. C'est comme l'infini et qui ne ressemble à aucun des autres instruments à cordes qui sont beaucoup plus discontinus et qui ont une mathématique beaucoup plus calcul complexe, détaillée.
et même, je dirais, narratif. Gaïda n'a rien de narratif, et elle est par naissance épique. Ce n'est même pas un instrument pour exécuter une partition, mais c'est la partition mère, matricielle, qui n'est qu'un fond de tableau. Ça donne une forme, une profondeur, même je dirais décoratif et arabesque, qui peigne l'horizon, qui va juste vers l'infini. C'est pour ça que c'est important. Et la voix humaine, finalement, est libérée de ses limites assez douloureuses des poumons pour arriver dans un continuum sans peine à l'aide d'une invention technique instrumentale qui transforme la voix en captant un autre air, un autre souffle dans une peau de chèvre, le manipulant avec 2-3 flûtes en bois qu'on utilise en alternance. Je fais un rapprochement avec cette image de Gaïda comme une coche énorme de serfs, pour ne pas dire de toute l'humanité, ça n'existe pas. Ça peut être une code héraldique d'une communauté, mais plutôt d'une classe précise. Par exemple, les serfs font un corps uni entier dans l'image de Gaïda, et ils rassemblent leur souffle pour un grand esprit capté de la communauté, et un instrumentaliste jouant en choisissant l'un des flûtes qui a liaison avec le corps aérien de cette contenance de peau, en changeant de temps en temps les flûtes, et avec sa bouche en donne un dernier baiser, une première baiser, une extrême onction par la bouche de toute la communauté. Là, effectivement, une sorte de scène de, pour ne pas dire catharsis, ou voilà, une osmose communautaire, mais ce serait plus facile, ça existe ça aussi, mais plutôt considérer l'ensemble du corps communautaire comme finalement uni, ou qui est en train de s'unir à travers l'un exécuteur ou plusieurs exécuteurs, et grâce à des exécuteurs, c'est-à-dire ceux qui soufflent, grands souffleurs de la communauté, pour la réanimer. C'est ça le mot neutre et juste. Réanimation de l'esprit de la communauté à travers les souffleurs qui sont des joueurs de gaïda pendant les cérémonies ou les processions, etc. Très, très intéressant. En Turquie aussi, ça accompagne toujours à une danse qu'on appelle hora tepmek. Les gens côte à côte, très serrés, parfois l'homme et femme mélangés, mais la plupart du temps séparément. Ils se serrent très étroitement pour danser, je dirais comme les vers de terre, extrêmement agiles avec les
leurs pieds entiers avec leurs jambes, ils poussent, ils battent la terre avec une force incroyable aussitôt que la jambe bat la terre. L'autre jambe vient à l'aide et l'autre jambe se saute sur place et ça se répète avec un mouvement frénétique sans pareil. Bien sûr qu'il y a des pareils en Afrique. Une force que je n'ai jamais vue ni en Irlande ni en Écosse. En Qaïda, en Turquie actuelle, dans le nord, chez les Laz, donc anciens Pontus peut-être, je ne sais pas. Il ne faut pas identifier tous. Donc c'est une danse dionysiaque et la voix de Gaïda, ça ressemble au chant de sirène qui fait perdre la tête. Voilà. Toi, beaucoup travaillé pour trouver les parties de l'âme, les cloîtres qui séparent les parties, les cloisons, mais tu n'as que trouvé une série d'institutions parsemées au bout de l'histoire et tu t'es arrêté un moment de croisade devant une caverne qui est faite pour l'hôtel de Mitra, rassemblement militaire en dimanche et dispersé dans le fin fond de la Mésopotamie, des nègres, des romains, des coupables, des disgraciés et même des Oedipaux vers la porte de Jérusalem, fermée soigneusement par Omar le calife.